Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais aujourd'hui évoquer le problème philosophique de la liberté et je voudrais le faire en lien avec l'actualité. Dans les manifestations qui ont lieu en ce moment contre le pass sanitaire et les mesures Macron, le slogan principal est tout simplement liberté. Bien entendu, nous sympathisons, nous qui sommes communistes, avec les manifestations qui visent à défendre le Code du travail, qui visent à combattre des mesures liberticides et qui en réalité loin de favoriser ce qu'il faudrait, c'est-à-dire une prise de conscience de la nécessité pour la majorité, pour l'immense majorité des gens, d'appliquer les mesures barrières et de réfléchir de façon saine et scientifique au vaccin pour se protéger et pour protéger les autres, eh bien ces mesures qui ne font que braquer les gens, qui ne font que diviser le pays, qui ne font que créer une scission au sein des organisations politiques et militantes, de façon à laisser les mains libres à Macron pour, il l'a bien dit, c'est l'autre volet de son discours dont personne ne parle, casser les retraites, casser les indemnités chômage, casser le code du travail, casser le statut de la fonction publique. Je voudrais donc, de ce point de vue, reprendre ce mot liberté et montrer que si on ne l'habille pas, si on ne lui donne pas un contenu précis, un contenu de classe, eh bien on se met tout simplement dans la position de se subordonner au pire mouvement de droite, d'extrême droite, au mouvement libertarien, d'inspiration, il faut bien le dire, trumpiste, qui rejette l'État, qui rejette toute contrainte d'origine étatique, et qui, de ce fait, en réalité, sont totalement à l'opposé de notre idéal à nous, militants communistes, qui est l'idéal du communisme, un idéal de partage, un idéal de solidarité, un idéal dans lequel, effectivement, le mot commun est tout à fait central, et non pas le moi je fais ce que je veux, touche pas à mon corps, que l'État reste chez lui, et ainsi de suite, qui ne sont en rien des slogans communistes, qui sont en réalité des slogans libertariens. Commençons donc par une analyse du mot liberté. Beaucoup de gens en ce moment s'instituent médecins. Moi, je ne m'institue rien du tout. Je suis, et je suis fier de l'être, professeur de philosophie. Toute ma vie, j'ai travaillé sur le concept de liberté. Et ce que je vous en dis là, c'est donc non pas une simple opinion, mais le résultat d'une réflexion qui dure depuis des dizaines d'années et que je vais essayer de synthétiser de la façon la plus courte possible et qui est aussi le résultat non pas de ma petite jugeote personnelle, mais de toute l'histoire de la philosophie au sujet de ce concept éminemment philosophique. Tout d'abord, d'une façon très générale, que ce soit sur le terrain politique ou sur tous les autres terrains, le mot liberté est souvent confondu à tort par les gens, par mes élèves quand j'étais en terminale, avec la simple indétermination. Je serai libre, euh, soi-disant, si je ne suis déterminé par rien. C'est je fais ce que je veux ou je fais ce que je désire, voilà que je citais tout à l'heure. Et donc, bon, la liberté, c'est le fait, semble-t-il, de n'être soumis à aucune loi. Eh bien, si c'était ça, il n'y a jamais, et il n'y aura jamais de liberté, il n'y aura jamais qu'une illusion de liberté. Car à tout instant, euh, lorsque nous agissons, nous sommes déterminés par toutes sortes de contraintes, de lois physiques. Hein, par exemple, la gravitation. En ce moment, je ne suis pas en train de m'envoler. Hein, je suis fiché sur le sol par une force que je ne vois même pas qui s'appelle la gravitation, par les règles du langage que j'utilise. Ce n'est pas moi qui ai inventé le vocabulaire et la syntaxe du français, par les modes de communication qui sont ceux de notre époque, c'est-à-dire par exemple en ce moment par Internet, et ainsi de suite. Et toutes sortes lois, de lois physiques, de lois chimiques, de lois biologiques. En ce moment, eh bien, mon corps est le siège de milliards d'interactions dont je n'ai même pas la moindre idée, hein, d'ordre chimique, d'ordre métabolique, et ainsi de suite. Et il ne faut pas s'imaginer une seconde, Spinoza le disait déjà, que c'est parce qu'on n'a pas conscience des lois et des contraintes qui pèsent sur nous qu'on est libre par rapport à elles. Au contraire,
moins on est conscient de toutes ces contraintes, de toutes ces lois, et plus on est leur jouet, plus on est leur marionnette, un petit peu comme la marionnette qui s'imaginerait qu'elle bouge toute seule parce qu'elle ne voit pas les fils de nylon qui l'agitent, et qu'elle ne voit pas le marionnettiste qui est au-dessus d'elle pour tirer les fils. De même que dans notre société, effectivement, tous ces gens qui bien souvent disent je pense ce que je veux, je dis ce que je veux, je défends mes idées, alors qu'en réalité ils y ont fort peu réfléchi, ne se rendent pas compte, eh bien, au café du commerce le matin, lorsqu'ils vont débiter des propos de toutes sortes, y compris obscurantistes ou racistes, qu'en réalité ils ne font que répercuter ce qu'on leur a mis dans la tête, ce qu'ils se sont mis dans la tête, qui puissaient en croyant se former leurs propres opinions. C'est compliqué de se former ses propres opinions. Il y faut un travail, il y faut une méthodologie. Toute la science nous l'apprend. Spinoza disait déjà que la pierre qui tombe d'une montagne, si elle pouvait avoir une conscience d'elle-même, penserait sans doute qu'elle tombe parce qu'elle a choisi de tomber, alors qu'évidemment, elle dévale la pente sous l'impact, sous l'influence de l'attraction universelle, comme je le disais tout à l'heure, et donc de son propre poids, de sa propre masse. Quelle est la liberté qui nous est donnée et qu'il nous est possible de construire, en revanche, si nous y réfléchissons? Eh bien, Spinoza l'a dit, puis Engels, donc le cofondateur du marxisme, avec Marx, l'a précisé, eh bien c'est la liberté qui résulte du fait que nous devenons conscients de ces lois, et que en devenant conscients des lois qui agissent sur nous et à travers nous, nous pouvons les maîtriser. Comment s'appelle cette liberté à ce moment, si je suis conscient des lois de la nature et que je les mets à mon service de façon consciente et déterminée? Eh bien, en un seul mot, la conscience des lois de la nature, la conscience des lois mathématiques, physiques, chimiques, biologiques, économiques, sociologiques, etc., psychologiques, c'est ce qu'on appelle en un seul mot la raison. La raison appuyée sur le savoir, appuyée sur les lumières. C'est pourquoi lorsque je vois tant de gens qui, en fait, ne comprennent pas véritablement ce que c'est par exemple qu'un vaccin, n'y voient que l'intrusion d'un élément étranger dans mon corps sacro-saint, mon corps dans lequel il ne doit rien entrer, hein, eh bien, je me dis d'abord qu'ils sont totalement ignorants, d'abord de ce que c'est que la vie et de ce que c'est que le corps. Alors, en ce moment, je respire, il y a des tas d'éléments étrangers qui entrent dans mon corps et que je traite par la respiration, par la circulation du sang, par le rejet par moi-même, par mon propre corps du gaz carbonique que j'ai traité, que j'ai fabriqué en traitant l'oxygène que j'avais auparavant inspiré. Quand je mange, eh bien, j'ingère bien des éléments extérieurs à mon corps et ainsi de suite. Et donc la vie, c'est du métabolisme, c'est de l'échange avec l'extérieur, c'est pas une clôture sur soi. Donc première chose, image totalement fausse de ce que c'est que le vivant, de ce que c'est que le corps, de ce que c'est que le corps humain en particulier. Alors voilà, donc tout ça, je crois qu'effectivement, il faut ici l'avoir bien en vue. On peut s'imaginer ici que la raison est donc inséparable de la liberté. Et la raison elle-même, eh bien, elle se cultive. Elle n'est pas donnée. On ne naît pas avec la raison comme dans un paquet cadeau. La raison, elle se cultive à travers notamment le travail de réflexion, le travail de méthodologie, l'apprentissage de la logique, l'apprentissage des mathématiques, l'habitude de réfléchir scientifiquement. Si l'on est maître des lois de la nature, on peut les mettre à son profit. On ne commande à la nature qu'en lui obéissant, disait de façon très dialectique le philosophe anglais Bacon, et penserons tout simplement au navigateur qui tient la barre d'un voilier et qui se sert de la force du vent, y compris pour remonter le vent, parce qu'il connaît cette force du vent, qu'il connaît la loi physique du parallélogramme des forces, et qu'à partir de là, eh bien, parce que quelqu'un a eu l'intelligence d'inventer la dérive sous le bateau ou la quille, eh bien, en jouant de la force du vent et du contrepoids de la quille sur laquelle appuie la mer, il finit par dégager une résultante qui lui permet de remonter le vent. Voilà, donc, j'appelle mes amis, mes camarades progressistes, syndicalistes,
à bien se pénétrer de cette notion de la liberté qui n'est pas l'indétermination, le je fais ce que je veux quand ça me plaît, etc. Ça c'est puéril, c'est infantile, c'est de l'ordre du caprice, qui n'est pas je suis tout seul dans l'univers, je suis un empire dans un empire et que personne ne me touche, parce que ça n'existe pas, mais qui est plutôt le fait de bien savoir où on est, ce qu'on fait, euh, quel est notre cap, et à partir de là d'utiliser les lois de la nature, de les connaître, et d'utiliser dans ce sens les techniques et les sciences les plus modernes possibles, les lumières, comme on disait à l'époque Diderot. Le deuxième élément, c'est sur la liberté politique, parce qu'effectivement, cette sorte de liberté complètement indéterminée, individualiste en réalité, hein, du je fais ce que je veux, vous ne me touchez pas, rien n'entre dans mon corps, hein, habeas corpus, en latin comme on disait à une époque, et ton propre corps, c'est le béaba non pas de la liberté d'une façon générale, mais de la liberté telle que la conçoit la bourgeoisie, telle que la conçoit la bourgeoisie et le capitalisme, où chacun est considéré comme une sorte de petit monde clos sur lui-même, de monade, hein, le sacro-saint individu. Non seulement tout ça n'existe pas, parce que nous sommes des êtres sociaux, parce que tout en nous est socialisé depuis la plus tendre enfance et même avant, nous diraient les psychanalystes ou les spécialistes de la gestation, nous sommes socialisés avant même de naître, quelque part, hein, puisque nous sommes quelque part dans le désir de nos parents, la mère parle à son bébé avant même qu'il ne soit né, et ainsi de suite, et tout cela euh, pèse sur nous, et pourquoi pas de façon très positive, sinon nous ne serions que des bêtes brutes, et donc effectivement, nous baignons dans le langage, par exemple. Nous disons je, même je suis, quand je dis je suis, ce je, ben c'est un mot, et je ne l'ai pas inventé, je me suis branché à la langue française ou à toute autre langue maternelle lorsque j'ai des enfants pour devenir non pas simplement un individu replié sur lui-même, mais un sujet humain, c'est-à-dire un acteur de la parole dans le cadre d'échanges, hein. On n'est pas un sujet hors de l'échange. C'est dans l'échange que se fait le sujet et toujours dans le lien avec l'autre. Je crois qu'il faut l'avoir en tête, parce que le capitalisme nous trompe en nous présentant justement la liberté comme cet isolement de tous les autres. Et après, on voit bien où ça mène. Ça mène au chacun pour soi, chacun pour sa profession, chacun pour son entreprise, chacun pour sa nation au sens étroit du mot, et ainsi de suite. Et par conséquent, du coup, on ne peut plus fabriquer ce fameux tous ensemble en même temps, sans lequel il n'y a jamais eu la moindre conquête de la classe ouvrière et la moindre conquête des peuples, d'une façon générale. Soyons bien conscients ici que la liberté en société ne dépend pas que de notre simple nombril, en quelque sorte, et que précisément il y a eu tout un travail de la part notamment d'un grand philosophe des Lumières, aussi de langue française, qui s'appelait Jean-Jacques Rousseau, pour lier la liberté. euh, alors dans le premier cas, on la lie avec la raison, dans le deuxième, le concept politique de liberté, on la lie avec la souveraineté du peuple, et donc la souveraineté des nations, évidemment, puisque les peuples font nation, et que si les nations ne sont pas souveraines, les peuples à l'intérieur des nations ne sauraient être eux-mêmes souverains. Les deux sont liés. Il faut que le peuple soit souverain pour qu'il y ait précisément possibilité de liberté. Comment cela? Eh bien parce que les hommes, de façon solidaire, vont effectivement, par l'intermédiaire de la démocratie, supposons qu'on soit dans une véritable démocratie et non pas dans une démocratie bourgeoise, hein, ici je parle philosophiquement, dans l'idéal, dans le principe, eh bien à ce moment-là, si je concours à faire la loi d'une manière éclairée avec l'ensemble des autres citoyens à l'issue d'un débat où tout le monde est à égalité, eh bien, j'arrive effectivement à une loi qui n'est pas une contrainte dictatoriale, qui n'est pas une affreuse dictature, parce qu'effectivement, elle est le résultat de la volonté générale dont je fais partie, que j'ai contribué à former. Voilà. Donc, toute la question est ici de ne pas distinguer, de ne pas plutôt opposer la liberté individuelle et la souveraineté, par conséquent, de ne pas maudire l'État en tant que tel. La question n'est pas de savoir si l'État est donc méchant avec le sot slogan
tout le monde hait la police, tout le monde déteste la police, etc. Bon, il faut plutôt voir au service de quoi est la police, etc. Il faut travailler sur tout ça. Il faut peut-être changer radicalement la police, il faut peut-être changer radicalement l'État. Nous sommes pour, nous les révolutionnaires, mais on ne se passe pas de l'État, tout au moins dans un premier temps, tout au moins tant que les hommes ne sont pas tous hautement éduqués et qui n'ont pas encore acquis le degré d'affranchissement qui leur permettra de se penser de police et de punition. En attendant, il faut un État, et le plus juste possible. Et un État qui ait la possibilité, oui, bien sûr, de contraindre. Le problème, c'est de savoir si les contraintes sont justes. C'est pas de savoir s'il y a des contraintes. Il y en a nécessairement, puisqu'on vit en société. Sinon, c'est la loi de la jungle. Sinon, il y a bien des contraintes, et ce sont les pires qui soient, puisque ce sont celles du plus fort sur le plus faible, du plus riche sur le plus pauvre, et ainsi de suite. Et donc, effectivement, nous devons faire en sorte qu'il y ait de véritables lois justes. Des lois justes qui, je le répète, peuvent aussi contraindre les individus. Quand on met quelqu'un en prison parce qu'il a commis un crime, eh bien oui, on s'empare bien de son corps et on le met en prison à l'issue d'un procès. À l'issue d'un procès le plus juste possible, évidemment. Mais il n'empêche qu'il est saisi de corps, qu'il est donc l'objet d'une contrainte de corps. Hein. Et à moins qu'on nous dise qu'il faut que tous les criminels soient libérés sur le champ et que l'État ne tente plus rien pour les empêcher de nuire à nouveau, eh bien, nous qui ne sommes pas libertariens, nous considérons qu'il faut bel et bien des contraintes, pas de démagogie. L'obligation vaccinale, que d'ailleurs la République française a instituée depuis longtemps, contre le tétanos, contre la variole, contre la poliomyélite, y compris en forçant la main à des tas de gens qui étaient contre le vaccin au départ parce qu'ils ne comprenaient pas ce que c'était, eh bien, a été saine. Et c'est l'Union soviétique qui, en 1857, je crois, a proposé à l'ONU de mettre en place une vaccination mondiale obligatoire pour éradiquer la variole. Et depuis, il n'y a plus de variole. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Au final, ça se juge par le résultat comme tout. Est-ce que l'on est plus libre quand on peut crever de la variole parce qu'on est pauvre et qu'on n'a pas été vacciné? Ou est-ce qu'on est plus libre lorsque l'on peut échapper à la variole, échapper aussi aux graves séquelles qui étaient celles de la variole, notamment la défiguration quand les personnes survivaient? La question est vite résolue. Au fond, je suis plus libre lorsque j'acquiers plus de puissance, plus de possibilités de m'épanouir, plus de possibilités de m'accomplir. Moi, en tant qu'individu, là, je suis pour l'épanouissement de l'individu, mais évidemment d'un individu solidaire, profitant des sciences, des techniques de son époque, des Lumières, de manière à faire en sorte que sa vie soit la plus riche, la plus longue, la plus intéressante, la plus stimulante possible. Alors, bien entendu, ça n'élimine pas ensuite le débat sur les vaccins. Chacun ici aura sa position, hein, mais en tout cas, pas sur cette question que nous avons depuis longtemps dépassée, nous les communistes, nous les marxistes, de savoir s'il faut ou non utiliser le vaccin. En lui-même, le principe du vaccin est parfaitement scientifique. En lui-même, il est parfaitement sain. Depuis le médecin anglais Jenner jusqu'à Pasteur. De quoi s'agit-il? Eh bien, là encore, ne commande à la nature qu'en lui obéissant. J'avais cité tout à l'heure la phrase du philosophe anglais Bacon. Et effectivement, c'est ce que font les vaccins. Les vaccins utilisent le virus pour combattre le virus, utilisent le microbe pour combattre le microbe, utilisent les éléments de sa constitution chimique pour combattre la maladie, pour retourner comme un gant, un peu comme tout à l'heure j'ai pris l'exemple du navigateur qui remonte le vent en utilisant le vent. Eh bien, le principe du vaccin est du même ordre. Il utilise le mal pour combattre le mal. Donc il n'y a rien en cela d'extraordinaire et de scandaleux. Bien au contraire. Il ne faut pas avoir peur des vaccins. Après, bien sûr, il peut y avoir débat sur ce vaccin. Il peut y avoir débat sur l'industrie pharmaceutique, sur le fait qu'effectivement, elle est aux mains des trusts capitalistes. Et là, alors, le vrai débat, celui qu'il faut développer en grand, c'est celui de la nationalisation.
nationalisation de Sanofi, nationalisation, et même au niveau mondial, mise en commun de toute la recherche sur les vaccins et sur tous les traitements possibles en matière d'épidémie, de manière à ce que l'épidémie soit combattue au vrai niveau, c'est-à-dire au niveau planétaire, en faisant en sorte que le virus, pendant que les vaccins se développent dans quelques pays, et c'est ça le vrai problème selon moi, en fait, hein, là je donne mon avis personnel, euh, pendant que quelques pays riches se vaccinent massivement, et pas suffisamment d'ailleurs, eh bien, la masse des pays pauvres continue de voir le virus galoper dans tous les sens, si bien que chaque fois que l'on fait un pas avec la vaccination, il est aussitôt débordé par le fait que des variants sur ce champ énorme qu'est l'humanité apparaissent à l'autre bout du monde, tantôt en Inde, tantôt au Brésil, tantôt ailleurs, et que donc en fin de compte la première barrière vaccinale est aussitôt bousculée par une seconde vague, une troisième vague, une quatrième vague, et ainsi de suite de mutants qui vont plus vite que le vaccin. Mais pourquoi? Pourquoi? Eh bien parce que précisément il n'y a pas de riposte mondiale. Vous voyez, nous les militants du courant que je représente, nous sommes pour la souveraineté des nations, là où elle est pertinente, mais nous sommes aussi pour la coopération internationale, où elle est pertinente aussi, par exemple ici à l'échelle mondiale, du moment qu'elle n'est plus soumise au trust, à l'impérialisme américain et autres, qu'elle n'est plus soumise à la loi du profit, et qu'elle est véritablement le résultat d'une coopération à égalité de nations souveraines, apportant chacune ce qu'elle a de meilleur pour la santé de l'humanité. Je résume un petit peu tout cela. Faut-il, oui ou non, se battre contre les mesures liberticides de Macron? La réponse est oui. Faut-il se battre contre le pass sanitaire tel que l'impose Macron? La réponse est oui, car il s'agit principalement pour lui, au fond, de diviser le pays, de créer une sorte de fracture entre les uns et les autres, de manière à pouvoir faire passer en force toutes les mesures antisociales qui sont réclamées par Bruxelles, notamment sur le terrain des retraites, des indemnités chômage, du, du coût du travail, entre guillemets, etc. etc. Bon, là-dessus, il n'y a pas mystère, et c'est même contre-productif que d'avoir mis en place ce pass sanitaire, qui est une obligation vaccinale déguisée, et qui, de ce fait, au lieu de faire en sorte que se développe la vaccination sur des bases rationnelles, crée une sorte de, comment dire, de crispation générale qui empêche les choses, qui les fait reculer et non pas avancer. Bon, ça, c'est une question, mais c'est une question, je dirais, politique. Je dirais ensuite et surtout que pour autant, il ne faut pas tomber dans le panneau de ces gens qui bien souvent dirigent ces manifestations anti-vaccinales et qui sont souvent des anti-vax primaires, hein, qui rejettent le principe même du vaccin, qui rejettent tout vaccin, ou qui sont des gens d'extrême droite, hein, comme Philippot et compagnie, qui ne cherchent qu'une chose, c'est de se servir de cette situation pour remonter à la surface dans les sondages et présenter leur candidature au présidentiel. Ce serait tout de même un comble que des militants aguerris ne voient pas ce piège énorme qui leur est tendu. Et donc, effectivement, ne coupons pas, ne séparons pas la revendication de liberté de la notion de raison, de lumière, de science, premier élément. Ne l'amalgamons pas, ne la confondons pas avec l'individualisme libertarien des partisans de Trump, de Bolsonaro et compagnie qui disent je ne veux pas toi, je fais ce que je veux, je circule comme je veux, je ne mets pas de masque, je vais partout et je ne me soucie pas de savoir si je me contamine, ce qui est encore pas le plus grave, mais si je contamine autrui, et ainsi de suite. Non, tout cela n'est pas tout simplement responsable. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité, il n'y a pas de liberté sans science, il n'y a pas de liberté sans raison, il n'y a pas de liberté sans loi commune, il n'y a pas de liberté sans la possibilité pour chacun d'entre nous d'affirmer les trois éléments de la devise républicaine. Liberté tout seul, c'est le libéralisme sauvage. Égalité toute seule, ce serait une société de grisaille. Fraternité toute seule, ça serait une très bonne chose, mais elle n'aurait pas de base. Ce sont les trois éléments ensemble que Robespierre avait placé au fondement de la République, une indivisible et souveraine et sociale, qu'il rêvait de mettre en place. Liberté, égalité, fraternité. Sinon, c'est la mort. Merci de votre écoute.